Dans cette capsule, on aborde la section 4.4 du volume qui porte sur le mouvement circulaire. En fait, ça porte sur le mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire lorsque le module de la vitesse est constant. Donc le mouvement circulaire, c'est lorsqu'on a une trajectoire circulaire comme celle-là. Une chose qui est importante de bien se rendre compte, c'est que la vitesse de l'objet est toujours perpendiculaire au rayon. D'abord, elle est toujours tangente à la trajectoire. Donc, quand on est ici, par exemple, l'objet est en train de se diriger par là. Lorsqu'on est rendu là, l'objet est en train de se diriger comme ça. Donc, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et donc, elle est perpendiculaire au rayon. Parce que quand on est tangent à la trajectoire, c'est perpendiculaire au rayon. Mais le module de la vitesse est constant, donc la grandeur de la flèche, autrement dit, reste la même partout. Maintenant, si on se pose la question du sens de l'accélération dans un mouvement circulaire. Alors d'abord, il y a une accélération, bien sûr, puisque le module de vitesse ne change pas, mais par contre, sa direction change, donc ça nous prend une accélération pour changer la direction de la vitesse. Euh, on a même dit par le passé que pour changer la direction de la vitesse, ça prend une accélération qui est perpendiculaire à la vitesse. Donc en fait, si on ne veut pas changer le module en même temps, donc l'accélération devrait être à tout moment perpendiculaire à la vitesse. Ça nous donne deux choix. Ici, si je prends la vitesse qui est là, ça serait soit vers le centre du cercle ou encore vers l'extérieur du cercle. Ça va être donc vers le centre le bon choix parce qu'en fait, la vitesse ici, un petit peu plus tard, elle va être rendue un peu plus vers la gauche. Donc, ça nous prend une accélération vers la gauche, c'est-à-dire vers le centre de la trajectoire. Une autre façon de bien confirmer que c'est vers le centre de la trajectoire pour l'accélération, c'est d'y aller avec notre expérience courante. C'est-à-dire, ici je prends un exemple pour deviner le sens de l'accélération. On a un train, un wagon d'un train, on a mis un pendule au plafond, et puis on observe que lorsque le train accélère vers la droite, le pendule est dévié vers la gauche, comme ça. Donc, vous voyez, le mouvement du pendule nous aide à trouver le sens de l'accélération. En fait, l'accélération du train est en sens opposé au mouvement du pendule. On ressent la même chose aussi dans un ascenseur. Supposons qu'on a un ascenseur ici qui accélère vers le haut. Qu'est-ce qu'on va ressentir? On va ressentir une force vers le bas. Quand vous êtes dans un ascenseur puis que l'ascenseur se met à monter, vous êtes écrasé vers le bas. Donc, vous voyez, vous avez une sensation vers le bas alors que l'accélération est vers le haut. Encore une fois, c'est en sens opposé au mouvement, ou plutôt à l'accélération. Si l'ascenseur plutôt descend vers le bas, donc accélère vers le bas, vous allez vous sentir plus léger. Donc, vous voyez, c'est encore en sens opposé. Alors, si on applique ce qu'on vient de voir à la situation suivante, vous avez ici une auto qui tourne vers la droite. Vous savez par expérience que si votre auto tourne vers la droite, vous allez être déporté vers la portière de gauche. Vous allez être comme à côté, si vous voulez, sur la portière de gauche. Donc, ça nous dit que si on a tendance à bouger vers la gauche, c'est que l'accélération du véhicule, elle est vers la droite. Donc, encore une fois, vers le centre du virage. Donc ici, dans le schéma qui est là, d'ailleurs, on peut voir le vecteur accélération. Donc en tout temps, l'accélération est vers le centre du virage, elle est perpendiculaire à la vitesse et donc elle change de direction sans cesse, elle est toujours dirigée vers le centre de la trajectoire. C'est pour ça qu'on va l'appeler l'accélération centripète. Donc l'accélération centripète, c'est l'accélération qui est dirigée vers le centre de la trajectoire. On entend aussi souvent l'expression accélération centrifuge. L'accélération centrifuge, c'est l'accélération inverse. C'est l'accélération qui est ressentie, en fait, par exemple, les occupants du véhicule. Ici, on pourrait dire que la conductrice ressent une accélération centrifuge vers l'extérieur du virage. L'accélération centrifuge, c'est une accélération fictive, si on veut. En réalité, la conductrice ici a tout simplement tendance à poursuivre son mouvement en ligne droite. Autrement dit, s'il n'y a aucune force d'appliquer sur elle, elle va continuer son mouvement en ligne droite. Or, le véhicule, lui, tourne vers la droite, donc le véhicule subit une accélération vers la droite. Alors, c'est pour ça qu'il y a un mouvement relatif. Donc, en fait, on pourrait dire en quelque sorte que l'accélération dépend du système de référence qu'on utilise. Si, par exemple, ici, on utilise le sol comme système de référence,
ben, c'est le véhicule qui subit une accélération vers le centre de sa trajectoire, qui est l'accélération centripète. Si on préfère utiliser le véhicule comme référence, à ce moment-là, c'est la passagère qui va subir une accélération centrifuge, donc vers la gauche. En grandeur, les deux vont être égales. L'accélération centripète va avoir le même module que l'accélération centrifuge. Ils sont tout simplement en sens opposé. On va définir ici deux quantités importantes dans le mouvement circulaire, la période et la fréquence. Donc, la période, c'est tout simplement le temps que ça prend pour faire un tour. Donc, on va la noter T majuscule et on peut la calculer facilement en faisant 2πr sur V. Donc, 2πr, c'est une circonférence, donc la distance parcourue, sur la vitesse. Alors, distance sur vitesse, ça va nous donner le temps. Donc, il va se mesurer en secondes. Pour ce qui est de la fréquence, ben, la fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période. Dans le fond, si ça prend 2 secondes pour faire un tour, donc la période est 2 secondes, ben, la fréquence sera de 1/2, c'est-à-dire qu'on va faire un demi-tour par seconde. Donc, comme c'est l'inverse de la période, ben, si on prend la formule d'en haut et qu'on la met ici, ça va nous donner pour la fréquence V sur 2πr. Les unités de la fréquence, ça sera des 1 sur seconde, puisque c'est l'inverse de la période. Et d'ailleurs, on donne un nom, une nouvelle unité, si vous voulez, pour 1 sur seconde. On appelle ça des... En fait, on pourrait dire c'est des tours par seconde, puisque la période, c'était le temps pour un tour, donc la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Donc, des tours par seconde, c'est des Hertz, donc H-E-R-T-Z, et 1 Hertz, donc un tour par seconde. Et le symbole du Hertz, c'est H majuscule avec un Z. Une formule ici importante aussi pour le mouvement circulaire. Supposons qu'on prend une portion de cercle ici, donc une portion du mouvement définie par un angle delta θ. Bien, on peut mesurer la longueur de la distance parcourue ici, qu'on va appeler delta S. C'est égal tout simplement à R fois delta θ. Par contre, cette formule-là est valable uniquement si delta θ est mesuré en radians. On peut prendre un cas particulier, par exemple, si on prend un tour au complet, l'angle en radians va être 2π. Puis vous voyez ici, on va avoir 2πr, ce qui est bien la mesure de la circonférence. Si on a un demi-tour, ben on va avoir πr, un quart de tour, pi sur 2 fois r, etc. Donc en fait, c'est proportionnel à l'angle. Évidemment, si vous êtes en degrés, ça ne marche pas parce que 360 r, ça ne nous donne vraiment pas la distance. Donc il faut que l'angle soit en radians. On va utiliser cette formule-là dans ce chapitre-là, puis d'ailleurs dans d'autres chapitres un petit peu plus tard. Maintenant, on va essayer d'établir quelle serait la formule qui nous donnerait l'accélération centripète d'un objet en rotation. Donc, prenons le schéma qui est ici. Imaginons qu'on a tourné justement d'un angle θ. Donc, on a fait une portion de cercle d'un angle θ. On a exprimé la vitesse ici, V1, lorsqu'on est ici. Un peu plus tard, on a V2, lorsqu'on est rendu ici. Ces deux flèches-là ont la même grandeur puisque le module ne change pas. Le S qu'on vient de voir, ou le delta S si on préfère, c'est la distance qui est parcourue sur l'arc de cercle, techniquement. Par contre, on peut l'approximer comme la longueur du triangle ici. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cependant, c'est vrai si l'angle θ est petit. Donc, si on prend un petit angle, ben vous comprenez que la distance S sur le triangle ici ou sur l'arc de cercle vont être approximativement égales. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre la limite lorsque l'angle θ est très petit. Maintenant, à côté ici, on a refait un triangle avec les deux vitesses, c'est-à-dire qu'on a ramené le vecteur V2 ici, comme ceci, pour faire un triangle avec les deux vecteurs vitesse. Puis ici en rouge, on a le vecteur delta V, c'est-à-dire la variation de vitesse. Entre les deux vecteurs V, V1, V2, il y a le même angle qu'ici. Pourquoi? Parce que le vecteur V est toujours perpendiculaire au rayon. Alors, si le rayon a tourné d'un angle θ, la vitesse a tourné du même angle également. Donc, on a forcément le même angle θ ici. Ce qui veut dire que le triangle qui est là est semblable au triangle qui est ici, puisqu'ils ont le même angle au sommet. Puis ces deux triangles isocèles, vous voyez, les deux côtés, ici c'est la vitesse, c'est pareil, puis ici c'est le rayon, donc c'est pareil aussi. Donc c'est vraiment deux triangles semblables. Ce qui fait que, comme ils sont semblables,
on peut faire un rapport de côté. On peut dire ici que S sur R, donc le côté opposé à l'angle sur R, c'est égal à delta V sur V. Ici, j'ai remplacé juste V au lieu de V1 ou V2 puisque c'est toujours le même module. Donc, delta V sur V. Alors, c'est ça qui nous permet de trouver la formule de l'accélération centripète. Dans le fond, le S qui est ici, alors c'est égal à V fois delta T, donc la vitesse fois l'intervalle de temps. Le delta V ici, c'est égal à l'accélération fois le delta T, parce qu'on avait défini l'accélération comme étant la variation de vitesse par unité de temps, donc A fois delta T. Et enfin, les delta T vont s'annuler et il va nous rester pour l'accélération V carré, vous voyez le V qui est là va monter en haut, donc V carré sur R. Donc ça sera la formule qu'on va utiliser pour l'accélération centripète. Vous voyez que je l'ai noté AR dans la formule qui est là. Le R, c'est pour radial. En fait, c'est pour nous rappeler que cette accélération-là, elle est radiale, donc elle est dans le sens du rayon du cercle. Donc c'est comme ça qu'on va la noter, AR pour l'accélération centripète. Je fais juste un petit exemple de calcul d'accélération centripète. On a ici une voiture qui est en train de prendre un virage, dont le rayon de courbure, R, serait de 90 mètres. La voiture se déplace à 80 km/h. On va calculer tout simplement l'accélération centripète avec ça. Premièrement, bon, c'est sûr que la formule qu'on vient de voir, donc c'est V carré sur R. Donc, tout simplement, c'est les deux quantités qu'on a ici, V et R. Pour ce qui est de R, on n'aura pas besoin de le transformer parce qu'on a des mètres, donc c'est déjà les bonnes unités. Par contre, ici, on a des km/h pour la vitesse, donc on va la transformer parce que bien sûr, on ne peut pas avoir des km/h avec des mètres, ça donnerait des kilomètres carrés par heure carrée avec des mètres. Bon, ça ne donne pas les bonnes unités. Il faut avoir absolument des mètres par seconde. Donc, on multiplie par 1000, on divise par 3600 pour avoir des mètres par seconde. Alors, ça donne 22,2 périodiques, donc pour la vitesse. Et ensuite, simple application de la formule. Alors, on va avoir 22,2 pour la vitesse au carré sur 90, le rayon. Alors, ça donne 5,5 et ça va donner des mètres par seconde carré. D'ailleurs, on peut bien vérifier que les unités, ça fonctionne. Vous voyez, on a une vitesse au carré, fait que ça va donner des mètres par seconde au carré. Puis ensuite, on divise par le rayon qui est en mètres. Donc, il nous reste bien des mètres par seconde carré. Alors, on aura une accélération de 5,5 mètres par seconde carré. Pour voir si ça a du sens, on peut toujours comparer à l'accélération gravitationnelle terrestre qui est de 9,8. Donc, on est à un peu plus de la moitié de l'accélération gravitationnelle terrestre. Ce qui veut dire que, par exemple, si on est occupant du véhicule, on ressentirait vers l'extérieur du virage une force qu'on va appeler une force fictive, dans le fond, une force fictive qui serait à peu près égale à la moitié de notre poids. Donc, un petit peu plus même que la moitié de notre poids dans ce cas-là. Donc, c'est quand même une accélération assez forte dans ce cas-là. Donc, mais bon, 80 km/h pour envoyer un virage de 90 mètres, c'est assez prononcé. D'ailleurs, une petite note sur la sécurité routière, si on veut. Alors, vous voyez que l'accélération dépend du carré de la vitesse. Alors, ça veut dire que ça augmente rapidement avec la vitesse. Donc, si on accélérait, par exemple, à 100 km/h pour le même virage, ben, vu que la vitesse est au carré, ça aurait un effet important sur l'accélération. Or, l'accélération est proportionnelle à la force. Donc, ça veut dire que plus l'accélération est prononcée, plus ça va prendre une force importante pour que le véhicule puisse subir ce virage-là. Donc, ça va prendre encore plus de friction. Autrement dit, on risque de déraper beaucoup plus avec une vitesse de 100 km/h que 80.